Salut, je suis Kylian Rivet et vous êtes bien sur Humanity, le podcast de Alien, et ici on explore comment l'intelligence artificielle transforme nos vies, nos métiers et notre société. Mon invité d'aujourd'hui a encore une fois un parcours très atypique puisqu'elle est passée par la médecine, l'ingénierie mécanique et aujourd'hui travaille sur de l'intelligence artificielle cognitive. Aujourd'hui je reçois Athénaïs Oslati qui est Forbes 30 Under 30, qui est la fondatrice de Ontbo. Ontbo, c'est une deep tech française qui s'attaque à des problématiques que les plus grands modèles d'intelligence artificielle ne savent toujours pas gérer, c'est-à-dire se souvenir correctement, contextualiser et raisonner dans la durée. Encore une fois, je suis hyper content d'avoir reçu Athénaïs. Vous verrez, elle est vraiment très intéressante et elle a un œil vraiment pointu sur les questions d'intelligence artificielle. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse aujourd'hui avec votre épisode. À bientôt. Salut Athénaïs, trop cool de te recevoir. Salut Euh, Kylian. comme pour Luc Julia qui est sorti un peu avant toi, je t'avais croisé sur Tekken Fest et j'avais Mm. écouté ton intervention. On avait discuté juste après et comme je te disais en off, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. J'en avais pas écouté beaucoup des interventions, mais je voyais déjà ce que tu faisais un peu avec Ontbo et ça m'intéressait de t'écouter. Et je n'ai pas été déçu. Mais en l'occurrence, avant de commencer l'émission, moi j'aimerais bien te poser la question que je pose à tous les invités, c'est si tu peux te Mm. présenter et me raconter à peu près à quel moment l'intelligence artificielle est rentrée dans ta vie comme, Ouais. comme thématique principale. Bah écoute, avec plaisir. Donc j'ai fondé, donc je suis la fondatrice et CEO de Onbo, donc une entreprise d'IA qui dote des AI agents, des LLM, de ce qu'on appelle un contexte dynamique. C'est le fait d'avoir une vraie compréhension d'une logique, d'un sens, d'une mémoire de l'interlocuteur. En fait, j'ai passé mes premières années de ma carrière à travailler sur des sujets à la croisée entre les neurosciences et la tech principalement. Et en fait, c'est là où j'ai été confrontée assez tôt à une question qui est centrale, c'est en fait on a beaucoup de data. Les machines, les IA aujourd'hui comprennent la donnée, mais pas son sens. Et donc c'est vraiment le fil conducteur qui m'a amené à fonder Ombo. Il y a, on va dire, un moment de cela que j'ai réalisé que l'IA qu'on construisait était capable seulement, tu vois, de prédire le prochain mot, mais incapable de l'expliquer. Je suis tombée dans l'IA il y a, je pense, 8 ans. De cela, on n'appelait pas ça IA, on appelait ça modèle mathématique. À l'époque, c'est ce qui est toujours le cas, parce que ce sont des maths derrière. Donc vraiment, c'est derrière ça, c'est une volonté de pas seulement prédire le prochain mot, mais de comprendre comment une machine, comment l'IA peut-on la doter d'un certain sens? Y a-t-il une notion de confiance qu'on peut avoir avec elle? Comprendre le pourquoi et pas seulement le comment ou le quoi. C'était vraiment ça le point le plus important pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie sur de l'IA cognitive, euh, parce que la Gen AI qu'on connaît aujourd'hui, juste, c'est bien, c'est très fluide. En revanche, c'est qu'une face qui est émergée de l'iceberg aujourd'hui. Est-ce que tu peux pour les gens qui nous écoutent, faire la différence entre l'IA générative et l'IA cognitive? Ouais. IA générative, IA probabilistique, c'est-à-dire qui va prédire le prochain mot. Elle est là pour, comme son nom l'indique, générer. Ce sont des stats derrière et des probas. L'IA cognitive, c'est une IA qui va réunir différents types d'intelligence artificielle, par exemple de l'IA neurosymbolique, des mathématiques pures. Donc nous, on va faire du mimétisme du fonctionnement du cerveau humain et on va l'adapter dans nos constructions de nos modèles en informatique. Donc on va partir de l'être humain, de l'étude du vivant, pas que de l'être humain, mais du vivant en général, parce qu'on étudie aussi beaucoup la biologie. Et il y a des mécanismes qui sont intéressants qu'on va réétudier pour améliorer les performances de l'IA. Ok, donc c'est s'inspirer du vivant pour agrémenter un peu la machine. Est-ce que, enfin peut-être que le parallèle est malvenu, tu me diras, c'est dans une autre forme, mais un peu ce qu'essaie de faire Yann Lequin aujourd'hui avec Ami ou pas encore? Bah écoute, c'est aussi une partie qu'on pourrait rentrer dans une branche peut-être de l'IA cognitive, celle de vouloir modéliser le monde physique notamment.
le monde qui nous entoure. Donc oui, ça peut en faire partie. Et il a bien compris, lui, les limites de l'IA générative et la nécessité de passer sur d'autres modèles d'IA ou d'algorithmes ou de fonctions mathématiques particulières. Avant de revenir du coup sur ces limites, moi j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de ton parcours. Je l'ai dit Ouais. brièvement en intro, mais tu as un parcours qui n'est pas forcément commun. Tu es passé par plusieurs étapes assez différentes et tout. Est-ce que tu peux nous en parler, notamment ce que tu as fait en termes d'études et qu'est-ce qui t'a drivé à travers ces différents moments de ta vie? Oui, bien sûr. Bah écoute, j'ai eu un bac S, puis directement je suis passée en médecine. Et en médecine, c'était génial. J'ai étudié l'humain sous toutes ses formes, donc autant sur l'aspect physique que psychologique également. Et puis à un moment donné où je me suis dit, je me vois pas continuer dans cette voie, donc je suis passée de médecine à ingé. Donc j'ai fait une prépa électronique informatique à Angers, avant d'arriver au sein de l'UTC en ingénierie mécanique. Donc tu vois, c'est à la croisée de l'étude du vivant et de la machine que j'ai décidé de créer Onbo. Donc ça, c'est un peu mon parcours. Moi, ce qui me drivait, c'est vraiment la compréhension euh, du comportement humain et comment on pouvait utiliser les machines, plus particulièrement l'IA, pour nous aider à résoudre certaines problématiques de notre côté. Parce que Onbo, du coup, c'est 2021, mais t'avais quel âge toi à ce moment-là? 24 ans. C'était Ouais. effectivement durant ma dernière année d'études que j'ai lancé ça. Je suis partie, durant ma troisième année d'ingé, je suis partie à Singapour. Ok. En fait, D'accord. c'était durant le confinement. Ouais, c'était en 2020, durant le confinement. Et j'ai rencontré plein de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui m'ont donné vraiment envie d'entreprendre. Et donc, je me suis dit, en rentrant, j'avais déjà cette idée en tête euh, de vouloir comprendre l'humain au travers de l'utilisation de l'IA. Et à ce moment-là, je suis rentrée en France et j'ai lancé ma boîte, quoi, tout simplement. Est-ce que, enfin, en fait, moi ce qui me fascine, c'est si je réfléchis, bon là je suis à peu près aussi dans mes dernières années d'études. Mhm. Enfin, je suis à la dernière année d'études. Mais voilà, je suis en dernière année d'études en 2026. Faire sa année d'études à peu près en 2021, les sujets liés à l'IA n'étaient pas du tout les mêmes. C'était pas du tout aussi connu. Bon, même si en ingé, j'imagine que vous travaillez déjà sur ces sujets-là. Mais je trouve ça fascinant que tu puisses avoir cette idée-là aussi tôt, entre guillemets, alors que l'IA, c'est pas encore rentré dans la tête de tout le monde. Qu'est-ce qui te... Du coup, je comprends le délire de chef d'entreprise, voyage à Singapour, mais tu dis que tu avais déjà l'idée hein, même avant. Qu'est-ce qui t'a fait connecter tous ces éléments-là? Hop, petit aparté pour vous dire que vous êtes beaucoup à passer sur les épisodes sans forcément interagir, mais vous rappelez aussi que c'est la meilleure manière de me soutenir. Donc, un abonnement, un partage, un commentaire, un like. Vraiment, ça me fait super plaisir. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Il est génial. À bientôt! Vraiment, c'est mon parcours. C'est clairement le parcours que j'ai eu et puis le fait que ouais, je me suis toujours intéressée aux nouvelles technologies, aux technologies plus de rupture. C'est vraiment ça qui me drive. Dans les laboratoires de recherche, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer dans l'univers, notamment du quantique, de l'IA cognitive, et ça, le grand public n'a pas encore accès à ces informations-là. Et en fait, on sait ce qui va arriver dans le futur en allant dans les laboratoires de recherche. Et c'est vraiment ça qui me fascine. Ramener des technologies issues du monde de la recherche auprès du grand public, simplement. Et cette curiosité que tu as, c'est un truc que tu as en toi, que ce soit même pour enfin, les technologies ou peu importe. C'est un truc que tu as su développer, que tu as eu de manière innée, ou ça devient d'où un peu cette curiosité Bah, que tu as? écoute, peut-être de par l'éducation. C'est vrai qu'on a toujours été, on a reçu une éducation avec ma sœur où on faisait euh, de l'art, de la musique, du sport. Donc on est amené à découvrir beaucoup de sujets. Et j'ai vite compris que, bah, tu sais, c'est à la croisée, tu sais, de différentes, on va dire, comment dire, de différentes euh, c'est pas plateforme de différents domaines d'études que tu te rends compte qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent entre les deux. Donc ça c'est juste génial. Quand tu découvres quelque chose de nouveau et tu dis mais c'est pas tout à fait dans ce domaine, c'est pas tout à fait dans l'autre, c'est à la croisée, c'est à l'intersection des deux, c'est génial. C'est pas tout à fait de la théorie, c'est pas tout à fait de la pratique, c'est entre les deux. Donc c'est top.
Non, mais c'est vrai que je te pose cette question parce que, en fait, de plus en plus, j'ai l'impression qu'avec tous ces sujets d'IA là, Mm. en fait, la curiosité, ça va limite devenir notre arme principale pour être compétitif. Euh, et c'est un truc que je vois avec beaucoup de, d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise dans l'intelligence artificielle. Mm. Eux-mêmes, même s'ils ont de l'intelligence artificielle dans les mains et qui sont experts sur les sujets, c'est peut-être ceux qui sont les Ouais. plus curieux parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et je trouve ça assez parfois paradoxal, alors qu'ils pourraient se dire, maintenant je connais tout sur l'IA, je pourrais me reposer dessus, créer des agents pour tout. Et en Mm. fait, pas du tout. Surtout, C'est là où c'est le plus intéressant, quoi. absolument, parce que comme on conçoit ces IA, on connaît aussi ses limites. Mm. Et je peux t'assurer qu'au quotidien, on est face à ses limites. Quand on lance, tu vois, sur le terminal le code, on run, et qu'on se rend compte que ça fonctionne pas, juste parce que tu as oublié une petite fonction, tu te dis, ah oui, mais c'est pas si smart que ça, quoi, au final. Donc on en connaît les limites, on sait aussi la marge de progression qu'on a chacun dans notre domaine, et on sait que très très peu de choses de ce domaine-là qui est l'intelligence artificielle, hein. Donc j'insiste là-dessus, mais l'IA c'est vraiment à la croisée de différentes disciplines, hein. Mathématiques, informatique. Là on l'a vu avec les prix Nobel aussi. Physique, thermodynamique. Voilà, on s'inspire de différentes disciplines en sciences fondamentales, mais également en sciences humaines pour concevoir ces IA. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette curiosité et cette pluridisciplinarité, ça c'est vraiment important et c'est même fondamental d'avoir une base dans pas mal de domaines. Moi j'aime bien dire à mes équipes, il faut penser comme un philosophe, abstraire comme un mathématicien, et après, ship like a hustler, c'est-à-dire délivrer comme un entrepreneur derrière. Mais il faut d'abord penser comme un philosophe pour concevoir ces IA. Faut pas penser. Beaucoup de gens pensent qu'on est derrière nos écrans à coder tout de suite, alors que pas du tout. On prend un papier, un stylo, et on réfléchit à la problématique que l'on souhaite résoudre dans un premier temps. Et sous différents axes. Quand on a des Américains autour de la table, quand on a des Chinois, quand on a des Japonais, je peux t'assurer qu'on n'a pas du tout les mêmes réflexions, qu'on n'a pas les mêmes problématiques. Même, ça reviendra un peu sur les sujets des différentes, enfin, la géopolitique de l'IA, mais c'est vrai que même en fait, quand tu lis ça, il y a une question de culture derrière qui arrive et qui change totalement les premiers paradigmes. Mais j'ai une question qui vient avec ça. C'est drôle que tu parles de philosophe. Je m'étais noté, quand tu as voulu lancer ça, tu as parlé avec des chercheurs, docteurs, designers, philosophes. Euh, Pourquoi cette volonté d'aller discuter avec autant de gens différents au moment où tu montes ta boîte? Parce que c'est quand même une certaine forme de maturité, bon ça on l'a déjà dit. Mais qu'est-ce que tu allais chercher chez ces différents types de personnes? Je suis intimement convaincue que c'est de la confrontation des idées que naît le sens, et ça c'est ultra important. Euh, je ne peux pas arriver sous mon prisme, avec mes convictions, ma vision du monde, en construisant une IA qui sera par exemple utilisée par des milliers de personnes, leur imposer ma vision, parce que forcément l'IA que je vais créer va être biaisée. Et ça c'est un point qui est important, c'est que l'IA prend très souvent les biais de son créateur. Donc il me fallait au moins avoir une compréhension, notamment philosophique. J'ai fait un mémoire en philo là-dessus, sur les différentes approches éthiques, par exemple. Ça, les gens le savent pas, mais en fait, c'est un travail de fond durant ma dernière année d'études qui est fait pour comprendre, ok, la philo, c'est pas juste se poser des questions, c'est aussi ouvrir des espaces de pensée, c'est aussi accepter l'altérité, c'est-à-dire que chacun a un point de vue qui est différent, ne pas chercher à avoir raison ou tort, parce que très souvent, quand on est, j'allais dire, sur une autre échelle, celui des mathématiques, de l'informatique, on cherche à être dans le juste nécessaire, ou bien à avoir raison. Là, en philo, c'est pas l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir des espaces de pensée pour ensuite permettre aux mathématiques, à l'informatique et ainsi de suite, d'apporter des solutions. Donc c'est des approches qui sont complètement différentes. Moi, j'avais les bases en mathématiques, tu es obligé d'avoir en mathématiques appliquées notamment, en info, en méca et en études du vivant. Mais la compétence qui me manquait vraiment, par exemple, c'est la philo, c'est les sciences humaines à proprement parler. Parce qu'on parle d'humain, tu vois, on parle d'IA cognitive, qui va utiliser ma technologie, ça va être des êtres humains derrière. Donc si je ne prends pas cette dimension-là en considération dès à présent,
Je vais créer l'énième outil que tout le monde est en train d'utiliser, donc moi ça m'intéresse pas, et je vais pas résoudre un problème, parce que je serai l'énième outil qui essaye de résoudre ce problème particulier, quoi. Donc voilà. Mais carrément, et du coup, ça rejoint quand tu dis que tu veux pas créer un énième outil, c'est que ta volonté directement, c'était pas de faire du LLM comme énormément d'acteurs ont voulu lancer dans ces eaux-là, même si, bon, voilà, ChatGPT c'était 2022-2023. Toi, c'est plutôt créer un outil qui vient par-dessus, une surcouche, ces LLM-là. Comment ça se fait les différentes étapes d'avancement de la boîte, etc. Je crois qu'à un moment, il y a eu même un pivot sur une Mm. première idée, ce genre de choses. J'aimerais bien que tu nous racontes. Écoute, à l'origine, on était sur ce qu'on appelle de l'IA émotionnelle. Et très vite, on se dit c'est génial, mais pour pouvoir comprendre véritablement ce que c'est qu'une émotion, ce que c'est qu'un état psychocognitif, il faut prendre en considération le contexte. Euh, Personne ne prend en considération le contexte multidimensionnel d'un individu ou d'une donnée, hein, quelle que soit la data que l'on ingère. Donc ça, c'était une première problématique auquel on faisait face, parce que si on détecte que des émotions, dire cette personne est happy, sad, mad, et ainsi de suite, c'est pas vraiment pertinent. Par contre, donner le pourquoi, ça a intéressé les gens. Donner un sens à la donnée, ça c'était ça avait un sens justement pour nos interlocuteurs. Donc l'objectif, on est passé d'une IA, on va dire purement descriptive, à une IA de logique, à une IA déterministe, à une IA explicable. Et ça fait toute la différence parce que, on va dire, les deux grandes difficultés que les LLM rencontrent, et elles n'ont pas été conçues pour ça, mais c'est que le premier pain, le premier problème, c'est qu'elles hallucinent. Donc, tu donnes une information, elle te donne une autre information, il n'y a pas vraiment de contextualisation, tout est stocké par moment juste sur des RAG, il n'y a pas un traitement, une profondeur qui est faite sur la donnée. Et le deuxième point, c'est la traçabilité, l'explicabilité. C'est pourquoi tu me donnes ce résultat in fine. Est-ce que tu es capable de m'expliquer pourquoi précisément et quel cheminement est-ce que tu as eu? Et ça, c'est un problème de causalité que le LLM ne peut pas résoudre. Et c'est normal parce qu'il n'a pas été conçu en ce sens. Et c'est là où on vient pallier par exemple à ce manque en rajoutant une couche d'IA cognitive. C'est pas, aujourd'hui c'est important, c'est pas LLM versus les futures IA, l'IA spatiale par exemple de l'IFEFE, le World Model de Yann Lequin et ainsi de suite. Non, l'objectif ici c'est de te dire, t'as un LLM, c'est une boîte à outils, quels sont les autres outils pour pouvoir construire par exemple ma maison? Avec un marteau, c'est bien, mais si je te demande de faire un trou dans un mur, le marteau n'est peut-être pas la solution ou l'outil nécessaire, tu vois. Tu prends une visseuse dévisseuse, ça fera l'affaire, quoi. Donc c'est pour ça que les gens ont encore du mal à comprendre vraiment ce que c'est qu'une IA et que la Gen AI, c'est une petite partie de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Et qu'on soit d'accord, du coup, je me suis quand même noté, aujourd'hui, vous êtes plutôt quand même axé B2B avec cette boîte-là, Oui, parce qu'on imagine assez bien pourquoi. Est-ce qu'un jour, ça peut être un objectif de faire comprendre ça justement aux gens et que, par exemple, je sais pas, ma maman qui, elle, utilise ChatGPT comme tout le monde, mais qui connaît pas vraiment les tenants et mm, les aboutissants, elle puisse avoir accès à cette connaissance et comprendre un petit peu plus comment ça se passe? absolument. Absolument. L'objectif, de toute façon, c'est de rendre ça accessible au grand public. Euh, et ça sera fait de toute façon dans les prochaines années. Si ça se fait pas avec Combo, ça se fera avec une autre société indéniablement. L'objectif, c'est que on rentre dans le quotidien des gens, j'allais dire, le plus facilement possible, qu'il n'y ait pas de friction pour qu'il y ait une adoption qui soit massive. Maintenant, il faut voir sous quel prisme. Donc oui, complètement. L'autre point, tu vois, enfin moi quand j'échange avec des, euh, des entreprises, je suis très souvent, tu vois, confrontée à des décideurs, pardon, qui ne jurent que par la Gen AI. Mais je leur dis, il y a trois points sur lesquels il faut vraiment insister. Le premier, c'est qu'il ne faut pas confondre fluidité et fiabilité. Donc fluidité et fiabilité, pardon, c'est-à-dire qu'un LLM aujourd'hui répond avec assurance
comme il peut répondre à une question en se trompant exactement avec la même assurance. Et ça, c'est problématique. Ensuite, il s'agit d'identifier où l'IA crée de la vraie valeur dans toute l'organisation, tu vois. Pas juste une expérimentation qui soit vitrine, parce que je sais pas si tu as entendu parler de cette étude qui dit qu'aujourd'hui on a implémenté que 15% des IA qui ont réussi à faire une démonstration. C'est-à-dire que sur 100% des démonstrations qui ont été faites, seulement 15% sont passées à l'échelle industrielle, ce qui est peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a encore du mal à industrialiser ou à faire passer à l'échelle d'IA. Et pour cause, c'est parce qu'elle ne rentre pas dans certaines normes, notamment d'explicabilité, de souveraineté. Donc ça, c'est important. Et enfin, c'est savoir gouverner. Enfin, gouverner, c'est-à-dire qui décide quand la machine, tu vois, se trompe. Et c'est là c'est cette question que personne aujourd'hui ne se pose encore. La machine se trompe, qui est responsable? Ah, c'est vrai, bah, là, il y a des vrais sujets, tu vois. C'est que si on part d'un sujet, disons, simple, par exemple, si en préparant cette émission, j'avais fait des recherches sur toi et que je m'étais trompé de date d'anniversaire, bon, je pense que tu m'en aurais pas voulu et c'est probablement un prompt qui aurait pas été assez précis. Sur des questions, par exemple, médicales, effectivement, là, il y a des vrais sujets, même par rapport au modèle ou à l'entreprise qu'il y a derrière. Vous, c'est un vrai sujet, ce truc de essayer de comprendre qui peut être euh, bah, derrière des décisions ou des réponses, ou même pas encore. Ah si, nous on est sur ces sujets et c'est là où on a une carte à jouer. C'est clairement de pouvoir expliquer à la personne qui va prendre une décision importante euh, le pourquoi cette décision est importante, quelles sont les décisions qu'il peut prendre aussi, donc lui proposer ou lui faire d'autres recommandations. Il y a- Sans même parler de handball, et là on est plus sur des questions, comme tu disais, peut-être philosophiques, je sais pas, mais, ou déontologiques, mais comment est-ce que. Enfin, il y a quoi comme piste vraiment qu'on peut aller explorer pour, quand on a ce genre de questions, définir qui peut être le, la personne ou l'entité problématique dans cette prise de décision. Là, évidemment, c'est tragique, donc c'est encore pire, mais il peut y avoir des cas un peu moindres. Est-ce qu'on peut commencer déjà à avoir des bases ou c'est encore des On, sujets complexes? on peut avoir des bases, on a déjà des bases, on a déjà même des solutions. Le problème, c'est qui veut implémenter ces solutions? Est-ce qu'on est prêt à changer notre façon de gouverner, notre façon de prendre des décisions également? Les solutions, il y en a. Maintenant, ça nécessite un changement. Et est-ce qu'on est prêt à changer? Ça, c'est autre chose. Il y a, sur Handbo, je m'étais noté quelques chiffres. Euh, tu me les corrigeras s'ils sont faux. Plus de 90% de réduction en coût de token. Tu nous expliqueras un peu comment ça fonctionne et ce que sont les tokens pour les gens qui ne connaissent pas forcément. Pareil, à peu près 90% en cohérence contextuelle. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces chiffres-là, parce qu'ils sont impressionnants pour le coup, donc ça c'est très cool, félicitations. Mais expliquer un peu aux gens qui comprennent pas forcément. Bien sûr, c'est-à-dire que, alors derrière il s'agit d'une étude qu'on a publiée sur Spring Nature, donc c'est une étude que vous pouvez retrouver assez facilement. On a publié nos recherches, donc ça a été quand même 3 ans de R&D derrière, qui ont été validées lors d'une conférence à Cambridge University. Concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a pris sur plus de 500 conversations donc on a comparé ça à ChatGPT, on a comparé ça à Claude, on a comparé ça même à d'autres LLM et des concurrents. Et on s'est rendu compte que au-delà de 68 conversations, le LLM hallucinait totalement. C'est-à-dire que avant 68 conversations, en termes de données qu'il pouvait ingérer et comprendre, lorsqu'on lui posait une question, il était capable de nous répondre avec une certaine cohérence, jusqu'à 57% de taux de bonne réponse. Au-delà de ces 68 conversations, donc quand on passe ce palier, l'IA s'effondre, les LLM s'effondrent complètement. C'est-à-dire qu'on repose la même question. Par exemple, où habite Kylian, il a cette information en mémoire, mais il n'arrive pas à la traiter, il n'arrive pas à la retrouver, il n'arrive pas à l'indexer. Donc à ce moment-là, on repose la question,
il n'y a rien qui se passe. Et il hallucine et il me dit il habite par exemple à Marseille, ce qui n'est pas le cas. Non. Et voilà. Et ben, nous, on est capable, pour l'instant, on n'a pas encore halluciné à ressortir ces informations. Donc c'est le taux de rappel, c'est-à-dire le taux de précision que l'on a lorsqu'on pose des questions à un système, de remonter la bonne information avec un bruit, et ça c'est important, un bruit qui est à zéro. Le bruit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire avec est-ce qu'il y a eu une hallucination ou pas? Pour l'instant, nous on a un bruit, donc une hallucination qui est à zéro. Donc on n'a pas encore halluciné sur nos systèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hallucination, hein, mais ça veut dire que pour l'instant on n'a pas encore démontré qu'on a halluciné. Donc ça c'est important parce que y a beaucoup de boîtes qui disent oui on a un taux de rappel, donc un taux de précision sur nos algorithmes de 90% et plus. C'est là où il faut faire attention, il faut voir sur combien de conversations ça a été fait, sur quel type de conversation. C'est tout un benchmark derrière qui a été établi et qui doit être validé surtout scientifiquement et par ses pairs, quoi. Et pour que les gens qui nous écoutent puissent se figurer, et même moi, parce que en vrai j'ai peu de connaissances sur des modèles aussi poussés, qu'est-ce qui fait que sur, par exemple, les 100 ou 500 conversations, votre outil permet à l'IA de ne pas halluciner, etc., contrairement à l'LM classique? Alors parce qu'on n'utilise pas du tout du LLM. Ouais. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que pour pouvoir mémoriser, contextualiser les informations, il ne faut pas utiliser des LLM, il faut utiliser d'autres types d'IA, de l'algorithmie pure, du neurosymbolique, par exemple du signal processing. Ça dépend vraiment ce dont on a besoin. Et derrière, une fois qu'on a l'information, en fait, on sait l'indexer d'une certaine façon qui fait que on n'a pas besoin bah, de retomber dans toutes les conversations, les repasser et c'est là où on a 90% aussi, on arrive à réduire de 90% les coûts de token, c'est que quand on fait une demande à notre système, c'est pas toutes les conversations qui sont repassées à chaque fois, on sait exactement où se situe l'information parce qu'on l'a stockée. Et on est Ok. capable de te donner la source et sa traçabilité et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça le game changer qu'il y a derrière. Euh, c'est notre capacité à pouvoir traiter correctement l'information et à lui donner une nouvelle dimension. Et donc, si je comprends bien, du coup, c'est probablement ces chiffres-là qui vont intéresser une entreprise qui travaille avec vous, qui veulent passer par votre API, ce genre de choses. C'est que ça leur fait une réduction sur Enfin, déjà, il y a une question de fiabilité, du coup, mais ça leur fait une réduction aussi de coûts supplémentaires avec leur IA. Alors, t'as ça et t'as même pas, tu sais, ce qui nous a surpris, nous, c'est l'explicabilité et la traçabilité. Parce Ok. que le gros problème qu'ils ont là pour l'instant, c'est que ils sont prêts à payer, même le double, le triple, si derrière on est capable d'expliquer pourquoi on a eu ce résultat. Je vais te donner un exemple dans le système bancaire. Ils ont beaucoup de problématiques pardon, dues à des audits et ils payent beaucoup d'amendes parce qu'ils sont incapables de pouvoir expliquer pourquoi, par exemple, il y a eu un faux positif ou pourquoi dans le système du blanchiment d'argent, ils ont décidé de ne pas accepter ce virement. Donc ça, c'est un vrai problème qu'ils ont. Donc ils sont prêts à payer, tu vois, dans le système bancaire, 2, 3 fois plus que ce qu'ils payent avec des LLM, tant que derrière, ça leur permet d'avoir une explicabilité des résultats. Donc ça dépend vraiment après de la typologie du client. Ok, trop intéressant. Et toi, dans le futur, enfin toi et tes équipes, c'est quoi le rêve, le goal ultime que vous aimeriez aller chercher avec Onbo? Je pense que ça serait de rendre ce que l'on fait complètement open source et de rendre ça vraiment accessible à un maximum de monde. Ça serait le nec plus ultra. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ce soit accessible vraiment à tout ce que moi, par exemple, je puisse l'utiliser et avoir. Exact. Que tu puisses utiliser, te baser sur nos recherches, nos études, les tests qu'on a pu réaliser pour pouvoir, même si tu veux, build up par-dessus euh, tes AI agents, vraiment ce que tu veux, que tu puisses t'amuser avec dans ton quotidien. Bah écoute, le jour où vous en rapprochez, tu m'envoies un message, moi ça Ça m'intéresse. marche? Il y a quelques sujets hors Onbo aussi, du coup, Ouais. sur l'intelligence artificielle qui m'intéressent. Notamment, bon, c'est de plus en plus actuel, mais
au niveau de tout ce qui est dangerosité et problématique liées à l'IA. Euh, je me suis noté dans quelques interviews où tu utilises le terme d'hypnose collective Ouais. sur ce genre de sujet-là. Euh, Pourquoi est-ce que ces intelligences artificielles et cette forme d'hypnose pourraient être dangereuses pour nous? Euh, Écoute, le premier point, je pense que si tu veux vraiment dans ma vie, si tu veux vraiment avoir mon avis, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment dans une phase, on va dire qu'on va appeler la phase la plus dangereuse de l'IA. C'est celle où euh, l'éloquence de la machine est confondue avec leur intelligence. Et en fait, aujourd'hui, les utilisateurs, vraiment le grand public, euh, trouve ça absolument formidable, mais il s'agit de miroirs très sophistiqués, certes, mais ça reste des miroirs. C'est des systèmes qui viennent et qui répètent, qui reformulent, qui imitent. Et pendant ce temps-là, en fait, tu as une bascule dans le monde industriel, dans le monde économique, qui est bien plus profonde et qui est en train de s'opérer. Et ça, c'est moins visible, mais c'est hautement plus préoccupant. Donc, c'est vraiment tu vois, cette course à deux vitesses, ce qui se passe dans le monde industriel, ce qui se passe dans le monde de la recherche, dans le monde économique, versus ce que le grand public et les médias ont là sous les mains. Et ce terme, tu vois, d'hypnose collective, je l'ai vraiment vu quand je suis partie aux États-Unis et que j'ai échange avec des boîtes. Là-bas, tout le monde utilise des LLM. Et quand tu essayes de les confronter aux limites du LLM pour répondre à leurs problématiques, quel que soit le secteur, tu vois que tu as des gens qui sont vraiment hypnotisés. C'est-à-dire que la Gen AI, aujourd'hui, elle capte l'attention de tout le monde, des investisseurs y compris. Tous les débats publics parlent d'IA est égal Gen AI. Mais ça, c'est vraiment qu'une interface, c'est que la partie émergente de l'iceberg, il faut s'en rendre compte. Derrière, l'architecture du pouvoir de demain se construit pour moi ailleurs, dans des systèmes qui sont capables de raisonner et pas juste de paraître raisonner. Et ça fait toute la différence. Et tu sais que je suis complètement d'accord tu vois, si je discutais pas avec des gens sur ce podcast, ou que moi je me renseignais pas de mon côté, c'est sûr que j'aurais jamais eu connaissance de ces sujets-là. Mais qu'est-ce qui fait que même comme tu dis, des grands industriels ou des grandes entreprises investisseurs ou même des médias, euh, justement, n'alertent pas autant et se concentrent plutôt sur l'effet waouh que peuvent avoir ces outils-là, plutôt que d'alerter aussi sur ce qui se passe. Parce que c'est accessible. Le vrai sujet, c'est que c'est accessible. L'IA, avant de parler de LLM, la GenAI n'était pas accessible auprès du grand public. C'est devenu accessible. Pourquoi? Parce que c'est devenu fluide. La fluidité, c'est-à-dire au travers de l'éloquence du langage. C'est-à-dire que tout le monde, du jour au lendemain, a pu avoir accès à une machine complexe entre les mains. Donc forcément, ils se disent, je comprends. Et tu vois plein de gens qui se disent être experts en GenAI, en LLM, sans avoir codé une ligne de code, sans comprendre ce que c'est que des poids, des paramètres d'un LLM et ainsi de suite. Donc le vrai sujet, c'est que en fait, c'est rentré dans le langage entre deux êtres humains, ce qui fait que c'est rendu accessible et donc que tout le monde se l'est approprié, tout le monde l'utilise au quotidien. Par conséquent, beaucoup de gens pensent qu'ils en ont la maîtrise, ce qui n'est pas le cas. Tu peux pas t'imaginer, même dans le domaine universitaire, pour des personnes qui ne sont pas dans l'informatique ni dans l'IA et qui utilisent pour leurs propres recherches des LLM et qui me disent non mais les LLM raisonnent, ils sont capables de résoudre certains problèmes mathématiques extrêmement complexes. Non, c'est pas le but du LLM de résoudre des problèmes mathématiques. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ça va te sortir la bonne information, basée sur un papier de recherche dont tu n'avais pas accès, qui se trouve peut-être de l'autre côté de la planète, et qui va résoudre ta problématique. Mais tu vois, il n'y a pas un raisonnement qui est derrière. Et c'est cet écran-là qui peut être insidieux. Et même, tu vois, il y a un sujet de fluidité, il y a aussi pour moi un sujet économique incroyable. Ouais. Euh, si je regarde, tu vois, c'est un peu le rôle que j'ai maintenant avec mon média. Je me balade en fait tous les jours sur X et tous les jours j'essaie de relier un peu les news. En fait, des fois je pète un câble, je me dis, mais tous les jours, notamment en tropique en ce moment, il y Mm. a un nouvel outil de code, il y a un nouvel outil sur ChatGPT, un nouveau truc sur Grok, etc. En fait, il y a une course au scale qui est extraordinaire. Et si on prend un peu de recul et qu'on a un peu même de bon sens, on ne peut pas se dire que
bah, ils ne le font pas avec certaines contraintes et que c'est pas dangereux en fait d'avancer aussi vite sans forcément euh, faire plus attention que ça. Donc tu penses que cette course au scale, un jour, elle va vraiment péter et il y aura un vrai problème qui fera qu'on devra arrêter ou... Bah écoute, moi j'ai des amis à certains postes de chez euh, Google, DeepMind, OpenAI et Anthropic, même Perplexity. Et en fait, ce que tu dis est tout à fait vrai. Et ils me disent, on n'en peut plus parce qu'on doit développer, sortir des features, des fonctionnalités euh, et produire aussi du contenu. Et ça, c'est intéressant parce que le dev n'est plus dev, mais il devient aussi communicant, et ça on va en parler, et influenceur, et ça c'est vachement important. On est devenu hybride. Pourquoi? Parce qu'ils investissent des milliards. Donc tu dois délivrer derrière des résultats. Peu importe ce que c'est, on ne sait pas encore pourquoi on développe ça, mais il faut qu'on le développe, parce qu'on doit produire, on doit produire, on doit produire. D'ailleurs, c'est l'annonce de OpenAI. OpenAI en interne est en train de restructurer et de se recentrer sur quelques produits phares parce qu'ils se rendent compte qu'il va falloir viser une certaine rentabilité à un moment donné. Pour l'instant, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas, avec ce business model-là, être rentables. Ils l'ont compris. Donc là, ils sont en train de se dire, bon ben, qu'est-ce qui nous coûte le plus cher? Ben, générer des vidéos pour 3 fois rien. Ça coûte très cher pour eux. Donc on est en train de perdre de l'argent là-dessus. Donc c'est génial. On a des centaines de millions, tu te rends compte, des centaines de millions par mois d'utilisateurs. En revanche, on perd énormément d'argent. Comment Ouais. pallier à ce problème? Ce qui est dingue. Donc, Et surtout, enfin, je veux dire, avant que Claude fasse une percée incroyable, pour nous, enfin, il n'y avait même pas de différence entre un LLM et ChatGPT. Si on devait utiliser un, tu vois, je parle comme le commun des mortels et tout, c'était, non mais t'inquiète, je vais sur Chat. Il n'y avait pas de, je vais sur un LLM ou ce genre de choses. Donc c'est dingue d'imaginer qu'ils ne puissent même pas se rapprocher un poil de la rentabilité, quoi. Ils en sont extrêmement loin. non, parce que, et tu vois, on en revient un peu à ce que je disais à Grenoble et à cet aspect philosophique. C'est une façon de driver, de diriger ton entreprise qui est complètement différente. Aux États-Unis, ils sont sur le principe philosophique de Marx, c'est-à-dire je dois produire, je dois délivrer rapidement à grande échelle, j'innove vite, je teste vite, je mets vite sur le marché. Cette notion de vitesse, de puissance, de force, c'est typiquement des Américains. Pas le sens. Ils s'en foutent du sens, les Américains. C'est pas ça. C'est je dois avancer vite, fort. Tu vas voir du côté de l'Asie et plus particulièrement de la Chine. Eux, c'est Confucius, c'est le nous avant le je. Donc, tu penses ton IA avant de la concevoir en réalité, dans le sens où à quoi est-ce qu'elle va me servir? C'est-à-dire, pour quelle industrie ou à quelle problématique spécifique est-ce que je réponds ici? Et une fois qu'elle a été conçue, tout de suite elle est implémentée. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que les LLM, DeepSeek et autres chinois ont, dès leur sortie, été implémentés auprès des banques, auprès des institutions gouvernementales, auprès aussi comment ça s'appelle, des, euh, des hôpitaux et ainsi de suite. Donc tu vois, j'ai sorti, c'est implémenté, c'est utilisé derrière. En Europe, on a une autre approche. On est plus sur, tu vois, du Kant et du Descartes à se poser la question de nos libertés et ainsi de suite. Donc on a une éthique qui est différente. Donc forcément, on a une façon de commercialiser, on a une façon de diriger les entreprises qui n'a rien à voir avec celle des États-Unis. Donc c'est pour ça que, et qui pour moi me semble être plus pérenne que celle des États-Unis, hein, soit dit en passant. Donc c'est la raison pour laquelle on va avoir effectivement des boîtes européennes qui vont pas avancer vite, mais qui vont perdurer dans le temps et qui vont chercher la rentabilité le plus rapidement possible versus les États-Unis où là il faut qu'on dev tous les jours, tous les jours, tous les jours, toutes les semaines il y a une nouvelle release. Mais en fait, ce que tu dis, ça me fait énormément penser tu vois, il y en a beaucoup qui disent ok, en Europe, c'est fini pour nous, de toute façon, on n'avancera jamais autant que les États-Unis, ils sont trop loin, machin. La Chine, pareil, ils sont beaucoup trop loin. Et je pense que fondamentalement, il y a beaucoup de vrai là-dedans, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Malgré tout, si on écoute ce que tu dis sur des questions de comment opèrent les États-Unis,
c'est la manière dont ils opèrent eux que c'est le plus dangereux. Donc est-ce que pour une fois, notre volonté un peu plus sécuritaire, un peu plus on y va mollo, mais on y va sûr et serein, ça pourrait pas être une force pour l'Europe selon toi? Ça peut être une force. Le problème que l'on a en Europe, c'est le financement. C'est-à-dire qu'on a les talents, mais on n'a pas de financement. Et ça, c'est problématique parce que même les boîtes sur le sol européen sont financées par des étrangers extra-européens. Euh, et ça, c'est problématique parce que l'étranger extra-européen, généralement, à quelques exceptions près, veulent que la maison mère, donc le headquarter, se situe dans leur pays, ce qui fait sens, tu vois. Donc on perd après la propriété intellectuelle. Donc on a créé en France, on s'est développé en France ou en Europe, puis ensuite on va faire le shift et on va passer par exemple aux États-Unis, on va passer en Asie et ainsi de suite. Donc moi je crois fondamentalement que on a parmi les plus brillants cerveaux, vraiment, de la planète pour concevoir des IA. Par contre, on est vraiment à la traîne sur l'aspect financier ces, ces nouvelles technologies. Par contre, il y a un point sur lequel je veux vraiment insister, c'est que la Chine est bien, bien, bien devant les États-Unis. Pour moi, la Chine, elle n'a pas une longueur d'avance, c'est-à-dire que les États-Unis n'arrivent pas à la cheville de la Chine d'un point de vue technologique en termes d'intelligence artificielle. Et ça, le monde n'en a pas encore conscience. À quel point ils avancent vite, à quel point ils sont capables de sortir des algorithmes d'une très grande précision, d'une très grande qualité. Quand vous regardez ce que fait par exemple Tencent, entreprise chinoise qui développe aussi des logiciels, leur seule volonté, c'est de sortir des publications scientifiques à un moment donné. Euh, ils pourraient déposer des brevets là-dessus, mais rendre ça accessible au grand public juste pour démontrer leur puissance en termes de savoir-faire. Et ça, c'est fort quand tu arrives à ce stade-là. C'est-à-dire qu'ils pourraient déposer des brevets, et ils devraient déposer des brevets sur des technologies qu'ils ont développées ou sur des découvertes scientifiques qu'ils ont faites. Et pourtant, ils décident de rendre ça accessible au grand public. Donc, tu vois, la Tellement Chine, curieux que, qu'ils savent ils que... sont et tu pourras pas les rattraper. Parce que du moment où ils ont pensé ça, où l'article a été rédigé, ne pense pas que ils l'ont sorti aujourd'hui, donc la technologie a été sortie aujourd'hui. Ça marche pas comme ça. Ouais, ils Ça fait sont... déjà 2 3 ans, ils ont décidé de release l'information maintenant, et t'as déjà 2 3 ans de retard. Sauf que 2 3 ans de retard aux États-Unis, 2 3 ans de retard en Chine, ils n'ont pas la même temporalité. C'est vraiment ça le sujet. Donc ça, c'est un sujet, je trouve, qui est encore trop méconnu. Il faut se déplacer en Chine, il faut se déplacer en Asie, dans les laboratoires, pour voir, pour comprendre ce qu'ils sont en train de développer. Et pour moi, c'est le futur des nouvelles technologies. Il se situe vraiment là-bas. Enfin, si je comprends bien, on le sait moins parce qu'effectivement c'est moins grand public que ce que peut faire les Exact. États-Unis avec qui se concentrent plutôt sur du LLM, etc. Alors que la Chine, à part DeepSeek, c'est vrai qu'on connaît peu de, enfin en tout cas en Europe, on connaît peu de modèles chinois. Moi, je sais que j'ai été épaté par Seedance il y a pas longtemps, mais même Seedance, je pense que parmi mes amis, il y en a peu qui connaissent. Ils, ils ne, ils ne communiquent pas autant aussi que les États-Unis. C'est une En- volonté de leur part. alors, je sais pas s'ils ne communiquent pas autant, c'est qu'on n'a pas accès aux mêmes informations. On n'est pas touché pareil. Exactement, parce que eux, ils n'ont pas Google, ils n'utilisent pas Google. Ouais. Nous, on est européens, on utilise par exemple majoritairement Google ou bien des plateformes américaines. Donc, culturellement, on est plus proche des Américains que des Chinois. Et donc, on n'a pas accès à la même information. Tu, on parlait tout à l'heure de la course un peu au, au- au- à l'argent et au financement, etc. Et du coup, ça amène au sujet de l'AGI. Je me suis replongé dedans avec Luc Julia il n'y a pas longtemps parce que j'ai monté son épisode, mais on comprend vite qu'il y a enfin, notamment Sam Altman qui en parle énormément. Il y a des enjeux économiques derrière parce qu'en fait, il a reçu des financements à droite à gauche pour faire genre que ça marche, mais en réalité, il y a peu de chances que ça arrive. Toi, c'est Ouais. quoi ton avis sur les GI? Bah écoute, la même que Luc. On était à table, on a échangé là-dessus, et effectivement,
l'AGI, c'est cette fameuse intelligence artificielle générale et généraliste. Ce serait une IA qui serait capable, même pas d'imiter, d'aller beaucoup plus loin qu'un être humain en termes de compréhension, de raisonnement, euh, d'intervention d'une AGI serait soi-disant supérieure à celle d'un être humain. Ceci étant, le problème que l'on a, c'est que intelligence artificielle est égale algorithme spécifique. C'est-à-dire qu'on est là pour répondre à un problème spécifique. Or là, on est en train de dire qu'on est sur une problématique généraliste. C'est pas possible. En termes de conception technique, technologique, même scientifique, concevoir une AGI, c'est pas viable et ça n'a pas de sens. C'est vraiment contre-intuitif. On va mettre quoi? Plusieurs IA très 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 spécifiques pour essayer de faire du mimétisme d'un être humain. Donc on se rapprochera tout le temps de l'être humain, mais jamais on n'arrivera à le dépasser. Donc c'est là où, aujourd'hui on a certes des systèmes puissants, mais bon, clairement c'est fait pour lever des fonds, ça c'est ma conviction première. La vraie AGI, ça va pas se faire et ça se fera certainement pas avec de l'IA générative là-dessus. Donc je crois que, je crois pas du tout qu'on se rapproche de ce type de nouvelles technologies. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que enfin, moi, du coup, je comprends assez facilement le pourquoi ça paraît impossible, etc. Malgré tout, ils arrivent encore et toujours à lever de l'argent. Et du coup, il y a plusieurs choses. Il y a de un, en fait, les investisseurs, quand on écoute toi ou ce que peut dire Luc, et comme énormément d'autres gens, comme Yann Lequin ou autres, en fait, t'as juste l'impression qu'ils sont soit cons, soit véritablement idéalistes, mais on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils y vont fondamentalement, quoi. Écoute, moi je mets théorie là-dessus. Je me dis, si tu as investi, je prends le cas de SoftBank, si tu as investi plusieurs milliards et que tu veux, d'une façon ou d'une autre, essayer de récupérer tes milliards, et que la personne en face de toi te dit, bon, c'est simple, soit tu réinvestis, Ouais, ça, je perds tout, hein. soit tu perds tout. Mais tu réinvestis et je vais te faire un beau storytelling. T'inquiète pas, on s'approche de la l'AGI. Moi, je suis surprise, c'est même pas du côté de OpenAI et du discours qui tient. Je suis surprise du discours qui est tenu euh, par, les fondateurs de Anthropic. Et notamment sur le fait que ça fait depuis des années qu'il dit dans 2 mois l'AGI elle est là. Dans 2 mois on remplacera tous vos développeurs. On attend toujours en fait, tu vois. Et en fait il le sait parce que c'est aussi un chercheur que mathématiquement c'est pas possible de pouvoir modéliser informatiquement cette IA générative. Par contre ça fait vendre. Et on en revient toujours à cette notion de culture, c'est des blockbusters à l'américaine. C'est le côté un peu, tu sais, Terminator. Et c'est un côté qui fait peur. Tout ce qui fait peur fait vendre. Et donc, est-ce que le scénario catastrophe, on va dire, mérite d'être pris au sérieux? Bon, perso, chacun voit midi à sa porte, tu vois. Mais je peux dire que faut arrêter la science-fiction vraiment à la Terminator. Le vrai risque à court terme, c'est pas d'avoir une machine qui prendra le contrôle de l'humanité ou de nos cerveaux. Mais c'est plus une IA qui est mal, on va dire, alignée avec les intérêts humains, ou qui est déployée trop vite ou mal déployée, sans aucune gouvernance. Ça, c'est un véritable danger, tu vois. Et sur, du coup, tu parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on pourrait potentiellement arriver à une base DJI, même sans jamais vraiment l'atteindre, c'est plutôt des modèles donc spécialisés, etc. Là où Mistral se pose beaucoup plus, Mm. donc les SML en opposition au LLM. D'ailleurs, je serais intéressé que tu nous fasses la distinction. Je pense que tu seras meilleur que moi pour vulgariser ça. Euh, mais j'ai encore du mal à comprendre pourquoi aussi peu de gens y vont, ou alors ils ne communiquent pas encore beaucoup dessus, alors qu'on, enfin tu vois, ça paraît logique, mais dès qu'on commence un petit peu à utiliser des outils d'IA comme je suis aujourd'hui, je suis absolument pas expert, etc. Mais on comprend vite qu'en fait, plus on va spécialiser notre IA dans un domaine spécifique, par exemple, moi je vais créer des cloud projects sur chacune des tâches que je vais faire.
Ensuite, bon, il y a des agents IA qui seront amenés à automatiser ça et tout, mais plus on va le mettre sur une tâche spécifique, meilleur il sera. Pourquoi est-ce que c'est pas encore beaucoup plus développé et beaucoup plus connu au sens pour tous, quoi, ce genre de pratique? Parce que la plupart des personnes n'ont pas une connaissance, et c'est normal qu'ils n'aient pas une connaissance de comment fonctionne un LLM ou un AI agent derrière. La plupart des gens se disent, j'utilise cette machine, c'est simple à utiliser, donc forcément ça peut faire beaucoup de choses. Ou bien je vais prendre mon personal assistant, puis je vais essayer de le connecter à mon calendrier, à mes mails et ainsi de suite, pour être très spécifique, basé sur ma façon par exemple de communiquer. Le problème c'est que derrière les gens ont vraiment du mal à comprendre que c'est génial, mais que plus c'est spécifique, plus ça sera performant. Et que par conséquent, j'insiste là-dessus, mais on ne peut pas atteindre même une base d'AGI, puisque le concept de ce fantasme, c'est d'avoir une intelligence généraliste. Et c'est là où ça devient paradoxal. Comment est-ce que je dois créer, moi, des modèles très très spécifiques dans le but d'avoir quelque chose de très généraliste, voire générique? Tu vois où est le paradoxe? Donc c'est là où, en réalité, les C-level, parce que, enfin, quand j'échange avec des gens de chez OpenAI, t'as des C-level qui disent oui, bon, alors on essaye de créer quelque chose de généraliste sur tel sujet, et puis derrière, t'as les ingénieurs qui disent non, non, mais moi j'ai besoin d'avoir mes specs, qu'est-ce qu'on fait précisément, on répond à quelle problématique, moi je peux te sortir ça pour atteindre tel degré de performance. Il dit non, non, je veux les performances de tes spécificités dans un domaine bien précis, mais appliquées à l'échelle généraliste. Tu comprends le paradoxe? Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le modèle s'effondre. Tu vois, quand tu poses plus de 62 conversations à, par exemple, à ChatGPT et tu lui demandes retrouve-moi une information, le modèle s'effondre complètement. Quand tu donnes énormément de données et que tu lui demandes de raisonner là-dessus, ça ne fonctionne pas. Alors que, à contrario, tu viendrais de le mettre dans un truc beaucoup plus cadré, un GPT ou un outil. Exactement, tu fine-tunes, tu fais quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus structuré. Les conversations ne parlent pas juste de vacances, parce que les conversations sur lesquelles on s'est basé, c'est vraiment, on avait 19 catégories, donc famille, intérêt spécifique, finance, healthcare, voilà, Ok. Pas que des tech, trucs. et ainsi de suite. Voilà, et exactement, c'était très très varié. Et à partir de tout ça, extrêmement les bonnes informations. Et je te pose des questions et des questions pièges pour voir si tu allais halluciner. Euh, et là-dessus, c'est normal que des LLM euh, ne te sortent pas la bonne information. Pourquoi? Parce que c'était générique. On a donné 19 catégories différentes. En réalité, il aurait fallu 19 GPT, ou alors 19 AI agents, ou alors 19 LLM fine-tunés pour pouvoir répondre correctement à l'ensemble de nos questions. Mais tu vois, on n'est pas sur une IA frugale. Donc il faut que je fasse tout ça pour avoir ça. Je me dis, si je dois utiliser des LLM, il faut que je fasse 19 AI agents. C'est pas viable. Par contre, si tu utilises d'autres IA, je prends le cas de l'IA cognitive parce que c'est mon domaine, tu rajoutes cette couche-là, t'as pas besoin d'avoir tout ça. Tu vas avoir quelque chose de spécifique, propre, par exemple, soit à ta personne, soit à ton projet ou à tes projets qui vont se créer automatiquement. Et ça peut être un game changer, tu vois. Notamment en termes de consommation d'IA, hein, j'entends. Ouais, bah, ce qu'on disait sur les tokens tout à l'heure notamment, ou même, c'est vrai qu'il y a un sujet écologique qu'on n'a pas abordé encore. Bah oui. Un, bah justement, ouais, j'allais y venir sur le sujet plutôt écologique. Euh, Il y a énormément de choses à redire sur l'intelligence artificielle et l'impact que ça a actuellement et que les gens n'imaginent même pas. Mm. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu des connaissances que tu as sur ce sujet-là? Je sais que la question est un peu large, mais au moins euh, que les gens qui m'écoutent et qui connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants puissent avoir une vision à peu près de survol sur les questions écologiques liées à l'IA. Écoute, la grosse problématique, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de refroidir les data centers. Ça, c'est le gros problème que l'on a aujourd'hui, parce qu'on consomme énormément.
énormément d'énergie, euh, énormément de coûts de compute derrière. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut refroidir toutes ces machines. Et on ne dirait pas, mais certains providers, certains fournisseurs de LLM pensaient même à mettre en place des centrales nucléaires pour essayer de refroidir tout ça. Donc c'est pour dire hein, à quel moment tu te dis j'ai tellement de serveurs qui sont en surchauffe que ben, l'eau que je mets ne suffit plus. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qui est lié plutôt à l'économie et l'environnement, c'est tu vois la réduction des coûts de token. À un moment donné, c'est plus viable de se dire ben, je dépense par exemple X coûts de token pour répondre à une question, alors que l'information, je l'avais déjà. Donc là-dessus, va falloir utiliser des IA frugales qui permettent derrière de réduire par exemple les coûts de compute ou qui permettent de pouvoir répondre à des questions dont on avait déjà l'information dans les bases de données sans avoir à repasser par tout le système de je check dans toute la base de données, parce que checker dans une base de données, il faut que les gens s'en rendent compte. Par exemple, si tu as des milliers de lignes à passer, c'est des millions et des millions de tokens qui sont à consommer derrière. Alors que l'information, si tu avais utilisé une IA frugale, qui te dit, bon ben voilà, l'information elle est là, tu vas la chercher ici de telle façon, ben voilà. C'est là où on réduit de 90% les coûts de compute, et c'est là où on réduit également la consommation énergétique Ok. de ces Tu data peux centers. revenir sur la notion de IA frugale, ça te dérange pas? Pardon, j'ai pas entendu. Sur la définition de IA frugale, en opposition à ce qu'est un... Alors, on va dire que l'IA frugale, on parle d'IA dite durable, d'IA pardon, dite plutôt responsable. Ici, c'est visé à réduire l'empreinte, notamment empreinte environnementale, pas que carbone d'ailleurs, mais empreinte environnementale de l'IA au strict minimum possible pour son fonctionnement. Donc, c'est vraiment essayer d'avoir un impact le plus positif sur l'environnement à proprement parler. Donc, ça, c'est IA frugale versus des IA consommatrices d'énergie. On arrive sur la fin de l'émission. J'aimerais, avant ça, une dernière petite question pour toi. Une Oui. avant-dernière petite question. Euh, pour quelqu'un d'à peu près mon âge, même si bon, on n'est pas si loin non plus, toi et moi, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour commencer, disons, dans la vie d'adulte avec l'intelligence artificielle, pour essayer de ne pas être submergé et de ne pas partir dans tous les sens? Trouve un problème que tu veux résoudre. Ne cherche pas à vouloir faire de l'argent. Parce que j'entends beaucoup de jeunes dire bon, bah, avec de l'IA, je vais faire de l'argent. Euh, le problème, c'est que c'est un marché qui est très très saturé. Dis-toi que tout le monde peut maintenant avoir accès à de l'IA. Beaucoup de gens peuvent coder des apps très rapidement. Par contre, très peu peuvent résoudre véritablement un pain. Et plus ce pain, plus cette problématique sera forte, sera puissante euh, pour, euh, pour par exemple ton client ou ton interlocuteur, plus tu vas lui apporter de la valeur. Donc vraiment voir comment est-ce que avec l'IA tu peux apporter de la valeur euh, à ta cible, si c'est ce que tu veux faire, si tu veux entreprendre, on va dire, dans le domaine de l'IA. Ce que tu disais tout à l'heure sur la capacité à se poser des questions, à philosopher avant même de parler de technique, quoi. Exactement. Se poser la question déjà pourquoi est-ce que je veux utiliser de l'IA? À quoi est-ce que ça va me servir? Dans quel but bien précis? Quelles sont mes attentes aussi avec ces outils? Parce que beaucoup de gens, je me souviens, me disaient oui, alors j'ai besoin d'IA pour scaler mon business. Non, en fait, pas du tout. T'as pas besoin d'IA, t'avais juste besoin d'automatisation et d'algorithmie et d'algorithmes simples, quoi, tu vois, de base. Mais t'avais pas besoin d'intelligence artificielle spécifiquement. Donc beaucoup de gens pensent que c'est la baguette magique, mais en réalité, il existe aussi plein de façons d'atteindre ces objectifs sans forcément passer par de l'IA. Merci beaucoup. Et la dernière question que je pose, mais ça pour le coup à tout le monde, c'est pour moi, mais aussi pour les gens qui nous écoutent, une espèce de recommandation. Si tu devais me recommander quelqu'un à recevoir sur le sujet de l'intelligence artificielle,
sur ce média-là? Oh là, écoute, si tu arrives à la voir, je viens avec toi, hein. Ça serait Li Feifei. Donc, je vous laisse checker ça. J'irai checker. C'est la, je spoil un peu parce que ce qu'elle fait est extraordinaire. C'est même la papesse du deep learning. C'est elle qui nous a permis, au travers de ses recherches en informatique, en mathématiques, d'exposer certains modèles d'IA et de réseaux neuronaux qui sont très très intéressants. Et là, elle a fondé sa boîte, elle a levé quand même 1 milliard, donc enseignante Stanford, sur ce qu'on appelle de l'IA spatiale. Donc elle est sur tout ce qui est computer vision, modéliser le monde physique au travers de l'intelligence artificielle. Et ça va être le prochain enjeu, on va dire, en termes d'IA. Et pas française du coup? Elle n'est pas française. Est-ce que tu aurais quelqu'un de français en plus? Est-ce que j'aurais quelqu'un de français à interviewer dans le domaine de l'IA? Ouais. Écoute, dans le domaine de l'IA, faudrait que je réfléchisse. Là, tu me poses Ok. une colle. En France, parce que sinon, ce sera des chercheurs spécifiques. Laurence de Villiers, peut-être. Laurence de Villiers. Eh ben, Emotional AI. on fera les Emotional AI. recherches nécessaires. Merci beaucoup Athénaïs, c'était super. Merci. Je sais pas si je peux recommander aux gens de te suivre sur un réseau social particulier ou de suivre quelque chose. Déjà de suivre ce qui se passe avec Onbo, ça pour sûr. Mais s'il y a un endroit où tu communiques plus qu'un autre, LinkedIn, Écoute, bien sûr. exactement, je communique que sur LinkedIn Ok, pour l'instant. ok, au top. Et ben merci beaucoup Athénaïs, c'était super cool. Merci, Kylian.